Question, comment ça qu'on peut avoir tant facilement des armes à Montréal? C'est vraiment pour sa propre jouissance, pour son petit rush d'adrénaline ridicule. Bonsoir, ici Pierre Maisonneuve. Aujourd'hui, à notre émission, une histoire inquiétante, celle des enfants qui choisissent de vivre armés pour se défendre avant d'attaquer. Une histoire qui n'est pas facile à évaluer parce que très souvent, on la camoufle, on en a peur. Ça touche toutes les grandes villes nord-américaines. Montréal et Toronto n'y échappent pas. Ils sont de plus en plus nombreux des enfants qui portent des couteaux avant de passer à un revolver. Ça se répand dans nos écoles secondaires et même à l'école primaire. Ce soir, à Enjeu, nos enfants, l'arme au poing. Alors, Roberto, t'as pas 20 ans. Les armes, c'est un univers que tu connais bien. Oui. Depuis combien de temps? Depuis l'âge de 13 ans. Qu'est-ce qui est arrivé à 13 ans? Il y a des Noirs qui voulaient me taxer dans le métro. Alors je me suis acheté une machette pour commencer. Après, ça a continué. J'ai acheté des armes à feu. En premier, c'était des fusils à plomb. Ensuite, des armes à feu, des vrais. C'est quoi une vraie arme? 9 mm. Et après? Après, j'ai rencontré des amis qui avaient le même problème que moi. Alors, on a décidé de se mettre ensemble pour se faire respecter, faire de l'argent, vendre la drogue, vol d'auto, trafic d'armes. As-tu déjà utilisé une arme contre quelqu'un? Oui. Quand quelqu'un m'énervait trop ou parce qu'il m'avait fait quelque chose avant, un jour je l'ai rencontré, j'étais avec des amis, je l'ai tiré dans une jambe, des choses comme ça. Mais le fait de te retrouver dans des centres d'accueil, que ce soit au centre des Prairies ou ailleurs, est-ce que ça t'a donné le goût d'abandonner tout ça? Non. Quand on sort de là, on a envie d'être encore plus méchant. On a envie de se venger de tout le monde. Et on a beaucoup de colère dedans, là. Tu t'es retrouvé devant le tribunal récemment. Oui. Tu aurais pu t'accuser de façon sévère. De quoi? Tentative de meurtre. Mais après, ils m'ont dit si j'ai plaidé coupable à bois de feu avec arme, ils me laissaient sortir. On t'a laissé sortir? Oui. Est-ce que c'est fini pour toi, les armes? Oui, c'est fini, mais si un jour j'ai besoin d'une arme, je vais m'en procurer une. Tu pourras jamais t'en passer? Non. Si je sens le besoin, je vais tout de suite aller m'en procurer. Ben, je souhaite que tu n'en aies pas besoin. Oui, moi aussi. Des enfants jouent au cow-boy, mais leurs jeux ne sont pas nécessairement inoffensifs. Leurs armes sont chargées. Après la pause, la victime au bout du canon. Phil et Loulou s'entendent sur presque tout. 50? 50. Normal, ils viennent de s'acheter une nouvelle Jetta. Ah, ça va bien, ça va bien. Côté musique, c'est l'harmonie. La drogue, la pauvreté, l'éclatement des familles, autant de raisons qui expliquent pourquoi des jeunes décident un jour de s'armer pour résister à des plus vieux, des plus forts qui veulent les voler, les taxer, comme on dit dans le milieu. Des jeunes qui décident un jour de faire partie de gangs de rue pour en taxer d'autres à leur tour. On les côtoie tous les jours sur les trottoirs de nos grandes villes sans soupçonner qu'ils peuvent être dangereux. Des jeunes frustrés qui un jour décident de s'en prendre au premier venu, une victime innocente qui pourtant n'a rien demandé à personne. Avec le réalisateur Gilles Tremblay, j'ai rencontré des adolescents qui aiment les armes et un jeune qui, lui, a vécu la terrible expérience d'un canon pointé sur sa poitrine. Cette nuit, il fait froid, mais Étienne Allard se souvient d'une autre nuit où il a eu aussi très froid. Une nuit d'été où toute sa vie a changé. Je reviens d'un bar avec ma copine. Puis on marche sur Jeanne-Mance et Milton. Je suis en train d'embrasser ma copine. Je me retourne. Je vois une voiture qui s'amène vers moi. Je vois un dossier qui sort de la fenêtre. Puis qui me tire. Moi, je me suis levé après un coup d'os.
J'ai marché, j'ai entendu « Hey you, turn around ». Je pensais enfin que l'aide arrivait. Je me retourne, c'est encore les individus qui me retirent une autre fois en me disant « Here you go, motherfucker, tiens-toi. » Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Elle pleure. Pour la Léonne de Scoop, Francine Ruel, le 19 août dernier, la réalité a dépassé la fiction. Étienne Allard et son fils. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je suis très près de mon fils. Donc, c'est dur à élever un enfant, hein? Ça prend des années à l'amener où il est. Et je pense que mon fils était comme rendu quelqu'un de beau, de grand. Il y a quelqu'un qui passe et qui l'abîme. Ça, on comprend pas quoi. J'ai repris confiance une fois dans l'entrée de l'ambulance. Que je me rappelle, j'étais dans la civière. On me piquait un peu partout, là. On m'intubait de tous les orifices imaginables, là. Puis après ça, bon, il y a un policier qui m'a frappé en me demandant où est-ce que j'avais mis l'héroïne, où était l'argent. Où est-ce que, dans le fond, on me soupçonnait d'avoir fait un deal à 3h30 du matin, puis etc. Un projectile qui t'ont touché au niveau de tes viscères, ça réfère des douleurs au niveau de ta musculature, le long de ta colonne. Ce que nous, on va essayer de faire, c'est essayer de corriger un peu la mécanique qui est déficiente à ce niveau-là. OK, tu vas enlever ton chandail, on va regarder ça un peu plus attentivement. Aujourd'hui, la police le croit. Elle y a mis le temps. Étienne a eu le corps criblé de plomb. Il en garde les stigmates. Presque tous les organes vitaux ont été touchés, même le cœur. Il mettra des années à s'en sortir vraiment. Tu voudrais être le chef de la police pour trouver qu'il est coupable. Tu voudrais être le chef chirurgien pour y sauver la vie à tout prix. Tu veux être Dieu. Moi, je suis comme une mère louve. Tu veux que ça s'arrange pour ton enfant, mais ça va jamais assez vite à ton goût. Ouais, un endroit, c'est douloureux, tu me l'as dit, d'accord? Il m'a tiré comme un lapin dans un champ. Il m'a tiré comme on tirait un bison qui court dans la plaine. Puis c'est vraiment pour sa propre jouissance, pour son petit rush d'adrénaline ridicule. Il est allé briser ma vie puis la mettre en danger, entre guillemets, pour un certain temps. J'ai posé des tas de questions. Comment ça qu'on peut avoir facilement des armes à Montréal? Entendre, avoir ce qu'on lit dans les journaux, on a l'impression qu'il y a des gens qui se procurent ça aussi vite que nous, on va chercher des cigarettes au dépanneur. C'est affolant. Qui a tiré? Un jeune armé comme des centaines d'autres qui n'ont même pas 20 ans. Une initiation de gang ou un défoulement après un rendez-vous manqué avec une bande rivale. La police a son idée, mais n'a pas de preuves. Dans la mesure du possible, j'ai demandé... Le sergent détective Roger Granger est un spécialiste. Lui et ses policiers vivent au cœur des bandes de jeunes armés de Montréal, un milieu dangereux. Quand ils partent à la recherche de jeunes, ils n'oublient surtout pas leur veste anti-balles. Tu sais, un jeune de 15 ans, avec un 3,57, c'est peut-être plus dangereux qu'un gars de 50. Le gars de 50, il va prendre les mesures que ça impose, puis l'autre, il va aussi bien s'énerver, il tirer partout, puis question de faire un show, là, il va faire des affaires qu'une autre personne ne fera pas. Les jeunes font peur. Ils s'arment de plus en plus tôt. Nombreux sont ceux qui arrivent à l'adolescence avec une bonne expérience des armes. À tous les mois, dans les écoles des grandes villes canadiennes, on découvre des armes à feu. Mais le monde scolaire cherche à faire le moins de bruit possible autour de cette question. C'est de plus en plus fréquent. Et puis, il faut se l'admettre, il faut que la société prenne des dispositions contre ça parce que ça va déborder. La polyvalente Henri Bourassa à Montréal a déjà pris des dispositions. Elle compte près de 2000 jeunes, une population qui dépasse celle de la moitié des villages du Québec. 3 groupes ethniques principaux, les Québécois de souche, un fort contingent de jeunes d'origine italienne et près de 20% de jeunes haïtiens. C'est devenu une forteresse. Richard, à Libredo, pourrais-tu aller vérifier sur le côté des filles, il y aurait 2 intrus. On avait un problème au niveau des intrus, des gens qui venaient de l'extérieur. Puis ça, on fait une surveillance à l'extérieur pour prévenir qu'il y a des gens qui viennent, qui tentent d'entrer dans l'école ou qui viennent rencontrer d'autres jeunes. Richard Vandal est un ancien de police jeunesse. Il a pris sa retraite l'an dernier. C'est lui qui, en septembre, a implanté de nouvelles mesures de sécurité dans cette polyvalente qui a connu sa part de problèmes avec les gangs de rue. Des caméras balaient tout le périmètre extérieur de l'école. Les casiers, la cafétéria, en fait, tous les lieux de rassemblement sont sous la surveillance du personnel du service de sécurité.
Qu'est-ce que vous faites pour les armes? On a une fouille systématique des casiers. C'est-à-dire qu'à tous les jours, on fouille 20 casiers. Côté garçon, 20 casiers côté filles. Le but de ça, c'est bien sûr, c'est de prévenir, c'est de la prévention. Des contraintes que les élèves acceptent. Moi, je me sens pas harcelée par ça parce que j'ai rien à cacher. Quand tu vas à l'école ici, tu rentres là, tu te sens en sécurité, tu te sens bien. Ça fait que t'as pas d'affaire à porter d'armes ici pour te protéger. T'es déjà protégé par les moyens de sécurité. Mais ça se passe pas dans l'école, ça, faut le comprendre. C'est peut-être du monde de l'école, mais dans l'école, il y a trop de sécurité pour ça. Avez-vous un phénomène de gang qui existe? Oui. C'est-à-dire qu'on a des élèves qui soit gravitent autour de certaines gangs de rue ou même, il y a même certains élèves qui en font partie. Moi, je dis que si vous voulez connaître qui compose la gang de rue d'un quartier, vous prenez l'élément du quartier le plus pauvre. Alors, si vous vous rendez à tel endroit de Montréal et l'élément le plus pauvre, ce sont des Sud-Américains qui représentent cet élément-là, la gang de rue va être composée de Sud-Américains. Si vous venez à Montréal-Nord, les plus pauvres actuellement, malheureusement, c'est notre clientèle haïtienne. Yo, MC! Yo, MC! Le jeune ici est venu te voir, c'est à cause qu'il veut s'en sortir. Vous comprenez? Il voit qu'il y a... Hervé Léon a fait partie des gangs. Il a déjà porté une arme sur lui, des couteaux, des revolvers, mais n'a jamais tué, précise-t-il. Il a connu les centres de détention des jeunes et la prison des adultes. Aujourd'hui, il cherche à aider les jeunes de sa communauté à s'en sortir. La chance, elle est là. Que le jeune qui grandit dans la communauté haïtienne fasse partie d'une gang. Parce que le jeune, surtout, il n'a pas d'activité, il n'a rien à faire, il est tout le temps en train de se promener dans la rue. Ce sont des jeunes qui sont souvent rejetés par leur famille, rejetés par la société. Et la seule place où ils sont acceptés, justement, c'est avec la gang en tant que telle qu'ils sont. Tu sais, des fois, tu es sur un train de basket, tu joues, puis t'entends beau, puis c'est une auto qui passe, puis ils viennent de tirer dans ton quartier, fait que ça te met sollicité, fait que tu voles une auto, tu mets tes armes dedans, tu prends 2-3 gars, puis tu t'en vas dans leur quartier, puis tu te vas faire la même chose. Tu vas dormir avec ton arme, tu vas prendre ton arme, tu sais, ça est rendu comme comme ta mère. Tu vas faire aussi confiance à l'arme qu'à ta mère. Quand tu as une arme, tu te sens fier. N'importe qui te regarde croche, tu es prêt à le manger, tu es prêt à faire n'importe quoi. Moi, j'aime ça, la violence, moi. Moi, je me sens bien là-dedans, puis c'est ma vie. Mais... Un jour, quand même, tu vas être obligé de l'utiliser. Un jour, quand même, tu vas utiliser tes doigts, tu vas apprendre à marcher. C'est pareil pour l'arme, il est toujours sur toi, puis un jour, tu vas être obligé de l'utiliser. Quand la gâchette, il part, tu te sens libre. Tu te sens libre. Mais après, quand tu cours ou bien quand tu te caches, là, tu te sens pas bien. Où est-ce que vous trouvez ça? Dans un dépanneur. Tu peux trouver ça dans un dépanneur, quelqu'un qui en vend ou bien quelqu'un qui sort ça sur plus de l'armée, des choses comme ça. Les jeunes se procurent des armes longues avec facilité, des fusils à un coup, des 410, des 12, des 16, des 20. Et puis ces armes-là, ils les tronçonnent, ou des 22, de cette façon-là. On tronçonne l'arme qui à toute fin pratique, va rendre le même service qu'un arme autorisation à train. Les jeunes étaient armés d'un couteau style poignard, là, à peu près d'une lame de 7 à 8 pouces. Quand on vit dans le ghetto, ce que nous autres on appelle le ghetto, c'est que t'es pris, il y a la pauvreté et il y a souvent le monde qui vit dans ce ghetto-là, ce sont du monde qui ne sont pas instruits. Ce qui se passe, c'est que tu prends une arme, tu mets une arme sur toi. Pour commencer, tu vas dire que tu portes l'arme pour te protéger contre d'autres jeunes à qui tu as eu des problèmes et tout ça. Mais par la suite, l'arme devient un outil de travail. Parce que vu que tu vis dans la pauvreté, le fait que tu as une arme sur toi, tu te sens plus fort. À ce moment-là, tu sais que cette arme-là, il peut te servir à te nourrir, à t'habiller, à te procurer certains biens matériels. C'est que c'est à ce moment-là que l'arme devient dangereuse. Parce que tu l'utilises n'importe où, n'importe quand, puis n'importe comment.
Il faut que vous essayez comme d'arranger ça là pour qu'il y ait un peu... pour diminuer un peu la violence. Là, De toute façon, moi, je suis contre la violence. Moi, je suis contre la violence. On dit souvent que les jeunes, ils ne veulent rien savoir, mais c'est pas vrai parce que le jeune, il se sent en danger. Lui-même, il veut s'en sortir. Mais pour s'en sortir, ça prend des moyens. Où est-ce que j'ai vraiment ma leçon avec les armes à feu, j'ai vraiment peur, c'est quand j'ai vu une personne mourir à côté de moi. Ce jeune décide d'arrêter parce qu'il a peur, avant qu'il ne soit trop tard. Un autre jeune n'a pas eu cette chance. Au bout de son arme, il y avait une victime innocente. Quand il a été arrêté, il était trop tard. Le mal était déjà fait. Un jeune vient de nous dire ce qu'il ressent quand il presse la gâchette. La liberté d'abord, la peur ensuite. Mais une arme entre les mains des jeunes, c'est un risque énorme. Après la pause, le prix à payer. Les tribunaux et la prison des adultes, même si on sait qu'en bout de ligne, ça ne donnera absolument rien. Derrière chaque jeune armé, il y a l'histoire d'une enfance perturbée. Un enfant qui a peut-être fait tout le circuit des centres d'accueil pour aboutir enfin à la prison des jeunes, le centre fermé. Ceux qu'on y retrouve viennent généralement des milieux défavorisés, des gangs de rue, des groupes ethniques qui y sont surreprésentés, peut-être parce qu'on les a plus à l'œil. Mais la prison des jeunes, c'est peut-être aussi la dernière chance pour un enfant. Mon fils Martin doit se sentir bien seul en ce moment. Grandir n'est pas facile et surtout passer de la phase adolescence à homme. Martin n'est âgé que de 17 ans et déjà il porte sur ses épaules un lourd passé bien chargé. Martin a voulu, à l'âge de 17 ans, attenter à ma vie pour de l'argent, afin de se procurer de la drogue. Il aurait pu me tuer. Dans cette lettre, Diane Paradis remet son fils Martin entre les mains du juge qui doit décider de son sort. Monsieur le juge, vu les circonstances, il m'est impossible de revoir Martin. Il doit apprendre à se prendre en main. Sa vie lui appartient et la mienne m'appartient pour le moment. C'est moi d'abord. Je ne veux plus discuter avec quelqu'un qui me ment, qui me manipule. Martin est maintenant détenu au centre fermé de la Cité des Prairies à Montréal. Il en sortira le mois prochain, à 18 ans. C'est quand c'est rendu que tellement que tu as des problèmes là, avec la drogue, là, que tu mets une arme sur le bord de la tombe de sa mère, là. Puis tu veux de l'argent, puis tu veux de la drogue, là, puis tu as fait ça pour ça, tu sais. Que là, c'est rendu grave. Là. Je veux plus jamais revivre ça. Je veux plus jamais refaire vivre ça à personne. La feuille de route de Martin est très longue. Il s'est fait taxer par des gangs, il a taxé à son tour. Dès l'âge de 7 ans, il sentait déjà le besoin d'avoir une arme. Autour de ses chandails, ses culottes, j'ai retrouvé des couteaux. Des petits, des moyens, des gros. Là, il me disait que c'était juste pour jouer, mais j'ai dit, Martin, tu joues dur? C'est que c'est ça? Je le brossais un peu, mais ça revenait tout le temps. Là, je prenais les couteaux. J'y jetais, mais ça revenait. Comment ça a commencé, tout ça? Comment ça a commencé? Ouf! J'ai déjà été agressé sexuellement là, par des adultes quand j'avais 6 ans. Puis c'est là que j'ai commencé à avoir des couteaux, là, parce que, mettons que, tu sais, j'ai perdu la confiance envers des adultes, tout ça. Je me sentais pas à l'aise. J'avais peur. De toute façon, que pour me défendre, vu que j'étais petit, tu sais, fait que c'est le couteau. Puis plus tard, c'est d'autres choses. Chez tous nos gars, c'est des blessés. Il y a des blessures qui datent d'un vécu. Ils ont vécu de la violence. Ils ont vécu le sentiment d'être dominés. Ils ont choisi de se protéger étape par étape. La délinquance est structurée. Le mode de défense est structuré. Ils sont devenus de plus en plus violents. Puis les armes à feu, bien, ils font suite à tout ça. Là, finalement, ça s'inscrit dans une manière de se protéger. Puis tout à coup, c'est devenu un mode de vie. Moi, j'ai demandé de l'aide. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Il a besoin d'aide, cet enfant-là. J'ai eu de l'aide, mais pas longtemps. 3 semaines, 1 mois. Puis on changeait de travailleuse sociale. Il y en avait une, on s'entendait bien. Elle tombait enceinte. On changeait de travailleuse sociale.
Ça changeait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y avait pas moyen d'en garder un, jusqu'à temps que Suzanne Gagnon prenne ça en main. Puis là, ça bougeait. Je pense que ce n'est pas de tout miser sur la répression. Je pense que c'est peut-être important de donner un message clair aux jeunes qu'il y a des gestes qui sont inacceptables, mais on doit aller beaucoup plus loin que uniquement au niveau de la répression. Je pense qu'il faut essayer d'aller comprendre le pourquoi et d'aider le jeune à trouver les solutions par rapport à sa propre difficulté. Quand tu avais 13 ans, as-tu déjà dit « je veux qu'on m'aide » ? Demander de l'aide. Ça voulait dire que je n'étais pas capable de m'arranger tout seul. Puis, c'est quand on a cet âge-là, on veut toujours s'arranger tout seul, on veut pas d'aide. Fait que là, il y a l'image qui embarque aussi, là. L'image du gars qui est capable de se débrouiller avec ses problèmes. Aujourd'hui, Martin n'a plus le choix. Ou il accepte de l'aide, ou c'est la prison des adultes qui l'attend. Les pressions sont de plus en plus fortes au Canada pour soumettre les jeunes délinquants aux mêmes tribunaux que les adultes. Mais au Québec, la plupart de ceux qui interviennent auprès des jeunes, même la police, rejettent cette solution plus dangereuse qu'on le pense. Je dois vous dire que j'ai changé d'opinion là-dessus. C'est que lorsque une sentence d'incarcération est imposée au niveau du tribunal de jeunesse, c'est une sentence qui est pleine, ce qui est très différent de la cour de session. C'est que si un jeune est condamné à une garde fermée pendant 1 an, il fait vraiment 1 an à l'intérieur du milieu carcéral, tandis que à la cour de session, ben, c'est de commune renommée que le gars va bénéficier d'une libération conditionnelle au tiers de sa sentence. Il faut bien se rendre compte que le système juvénile au Québec est beaucoup mieux équipé pour essayer d'effectuer que le jeune change, qu'il ne continue pas dans une trajectoire là, de délinquance et de violence. Ça ne réussit pas à tous les coups, mais plus tu fais cette intervention à l'auto, plus tu as de chances que ça fonctionne. Mais la prison des jeunes subit les contre-coups de la rivalité des gangs de rue. Je suis confrontée au phénomène des gangs, je suis confrontée au phénomène de la violence à tous les jours. Je suis confrontée à de l'hostilité, à de l'agressivité. Je suis aussi confrontée à beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de vécu avec ces gars-là. Et quand ils me racontent tout ça, j'ai peine à le croire. Un foulard, une chanson en créole ou en espagnol. Les messages de l'extérieur se passent à l'intérieur, où ils accentuent les tensions entre jeunes de bandes rivales. Des tensions qu'il faut désamorcer. Isabelle Hogg essaie d'y parvenir auprès de 12 jeunes à l'unité de désintoxication de Cité-des-Prairies, l'Aube. À l'Aube, l'avantage qu'on a, c'est compte tenu de la structure de la communauté thérapeutique, du groupe, on va demander rapidement, l'information va sortir. Rapidement, les gars vont se regrouper, vont se confronter, puis on va exiger qu'il y ait un règlement de conflit, puis que les gars trouvent des alternatives à leur violence, qu'ils trouvent des alternatives à régler un conflit autrement qu'en tuant l'autre ou en le blessant sérieusement. Louis Morissette est psychiatre à l'Institut Pinel de Montréal. Il croit qu'il faut changer radicalement notre façon d'incarcérer les jeunes. De façon extraordinaire et absolument incompréhensible pour moi, 72% des jeunes sont placés pour moins de 3 mois. Ça veut dire que le jeune entre, il dit bonjour aux éducateurs, il s'amuse un petit peu, puis il sort. 90% des placements sont moins de 6 mois. Quand on parle de violence, de délinquance, d'impulsivité, d'agressivité, on parle de traits de caractère pour le plus souvent. Des choses qui sont présentes depuis très longtemps. Ça ne change pas en 2, 3, 4 mois. Les adolescents qui viennent à Cité-des-Prairies en particulier, ils ont vraiment besoin de dominer, ils ont vraiment besoin d'écraser l'autre. C'est comme leur façon de s'affirmer. C'est dans une violence qui est très extrême. Nécessairement, c'est très inquiétant. On est capable de les atteindre. Je pense qu'on est capable d'ouvrir un tas de choses. C'est des gars qui de toute façon, ils n'ont plus le choix, là. Ils ont 18 ans. Ils savent que c'est soit le réseau adulte, soit ils changent. J'avais le goût de m'évader, tu sais. Puis là, je me disais, j'ai plus 16 ans, là, j'ai 17 ans et demi. Puis si je me sauve, bon, il va me déférer aux adultes. Que j'ai réfléchi comme du monde, là, puis je me suis pas évadé. Je me suis pris en main, comme. Cité-des-Prairies et toutes les autres institutions du même genre, c'est le terminus, le bout de la ligne.
c'est la rencontre de la dernière chance. Trop souvent, c'est déjà trop tard. Pourtant, on sait maintenant qu'on peut dépister les jeunes à risque dès la maternelle. Mais on n'intervient pas à ce niveau. On attend. C'est le temps d'inverser le processus. Sinon, effectivement, ça va devenir paniquant. Si les gens ne réagissent pas, si on n'aide pas nos adolescents, ils sont pas plus heureux dans ça, là, je pense. Il ne faut pas penser que tous les adolescents sont très confortables dans ce climat de violence-là et qu'ils sont fondamentalement plus violents. Je pense que c'est dans leur façon d'exprimer beaucoup leur malaise qui vont réagir comme ça. J'aime bien les armes, mais il faut que je change ça là, parce que j'ai un fucked up avec ça. Là. Je fais des choses que je ferais pas. T'sais, mettons, là, j'ai une arme, puis là, j'arrête de prendre la drogue, puis là, je recommence à avoir le goût, là, puis là, j'ai pas d'argent. Puis là, je regarde mon arme, puis je me dis, qu'est-ce que je fais, t'sais? On va péter un vol, puis là, je me ramasse à Bordeaux. Non, je veux plus n'avoir d'arme. Des jeunes comme Martin ont une chance de s'en sortir. Je pense qu'il faut aussi toujours miser sur leur volonté de changer les comportements. Parce que même avec la volonté, ce ne sera pas facile pour ces jeunes-là d'aller modifier un comportement qui est là depuis 7, 8, 9 ou 10 ans. Donc, il faut les aider à avoir cette volonté de changer, mais aussi d'aller avoir des outils, des moyens pour être capable de trouver les bonnes solutions. Ceci est ma dernière volonté, Martin, à mon égard. C'est parce que je t'aime que je donne ta liberté, tout comme un oiseau. Tout est entre tes mains, Martin, et non les miennes. Merci à vous tous qui entourent cet enfant. C'est un enfant. Donnez-lui sa chance de se rétablir avant que les portes de prison s'ouvrent pour lui. L'exemple nous vient du Sud, des ghettos des villes américaines. Après la pause, ce qui nous attend si on ne fait rien. Rien ne permet de dire que la situation des grandes villes canadiennes se compare à celle des États-Unis, bien au contraire. Mais il y a un expert américain qui est venu à Montréal pour analyser le problème des gangs de rue. Il dit que la situation ici se compare à celle de New York il y a 10 ans. Est-ce exagéré? Qui sait? Tout le monde s'entend pour dire que ça ne peut qu'empirer si rien n'est fait, si on refuse de briser la spirale de la drogue, de l'argent et de la peur. Nous avons un répit, mais si on ne s'y met pas, voici ce qui nous attend. Toutes les 2 heures, aux États-Unis, un enfant meurt abattu par une arme à feu. Les victimes et les tueurs sont de plus en plus jeunes. La culture de la rue est de plus en plus violente. Une génération entière d'enfants des centres-villes accepte que la menace de la mort fasse partie de leur mode de vie. Partout aux États-Unis, des écoles soumettent des enfants aux détecteurs d'armes dès l'âge de 11 ans. À la fin du siècle, les armes à feu seront peut-être la première cause de mortalité chez les enfants américains. It's an epidemic, and an epidemic that's out of control. Et cette épidémie remplit les hôpitaux des États-Unis de victimes, comme ce garçon abattu par un autre garçon. Michael Richardson a été abattu d'une balle alors qu'il roulait à bicyclette. À Chicago, chaque semaine, 4 ou 5 jeunes de 11 à 20 ans meurent de façon violente. Les médias locaux ne s'intéressent même pas aux funérailles de l'adolescent de 14 ans. We're living in a day and a time where tomorrow is not promised. Today is not promised. And unless we acknowledge and take heed, we're going to lose more and more of our young people. Chicago se targue d'avoir réalisé le plus important projet domiciliaire au monde.
Mais le complexe résidentiel Robert Taylor s'apparente davantage à la plus grande prison de la planète. Le complexe possède son propre service de police et toutes les semaines, on saisit d'importantes quantités d'armes chez les résidents. On les entrepose sur place avant de les emporter pour les fondre. Ce n'est qu'une infime partie des armes à feu en circulation aux États-Unis. Il y en aurait de 200 à 400 millions. Des armes de cet arsenal plutôt extraordinaire ont été saisies chez des enfants de 9 ans. Le sergent Washington dirige son équipe lors d'une tournée dans l'un des grands immeubles. Les policiers effectuent des patrouilles bien visibles afin de souligner leur présence. Ils procèdent également à des fouilles afin de contrôler la circulation incessante de la drogue et des armes. Nous avons évidemment trouvé des armes. On les cache habituellement avec la drogue dans les pharmacies des toilettes. Nous fouillons toujours les pharmacies. Il y a un bon moment que quelqu'un a mis les pieds ici. Nobody's been in here in a while. Something like that. Cet endroit est une pépinière de criminalité, chez les jeunes surtout. Le sergent Washington estime que le taux de chômage est de 80 %. Les familles désunies et les mères adolescentes sont courantes. On a déjà entendu jusqu'à 200 coups de feu en une journée. Les enfants sont comme des prisonniers. Dehors, le danger est omniprésent. Ce jeune homme a été blessé lors d'une fusillade à partir d'un véhicule. La plupart des adultes sont déjà perdus. Les jeunes sont initiés à la criminalité à un âge précoce. Les policiers fouillent même les plus petits car les vendeurs de drogue leur confient souvent le transport de la marchandise. Ils leur font faire le sale boulot où il faut utiliser des armes à feu. Catherine Costello a étudié l'impact de la violence chez les enfants dans les endroits comme le Mozambique et le Liban. Elle affirme qu'il y a une course aux armements dans les terrains de jeu aux États-Unis. Do you ever hear any gunfire? In a sense, it's worse than growing up in a place like Bosnia. D'une certaine manière, c'est pire que de grandir en Bosnie ou en Irlande du Nord. Dans une vraie zone de conflit, les enfants croient que la guerre va finir un jour, alors qu'ici, la violence est continuelle. Ils l'ont connue toute leur vie et ils ne s'attendent pas à ce qu'elle cesse. En outre, dans une zone de guerre, l'ennemi est bien identifié. Ce n'est pas aussi clair ici, car celui avec qui vous avez joué samedi matin peut très bien abattre l'un de vos amis à l'école. Un meurtre n'entrave pas le travail des jeunes vendeurs de drogue, de très jeunes vendeurs. Ce garçon a 11 ans seulement. Lorsque nous les avons rencontrés, le jeune a sorti un revolver et l'a fait circuler pour qu'on l'examine. À les voir manier cette arme, on aurait dit des soldats aguerris. This called a 38 Smith & Wesson snub nose. It's just as powerful as all other guns, but this is a pistol grip. It's easy for you to handle. Ils fonctionnent comme une véritable organisation criminelle, se répartissant la vente de la drogue et la défense du territoire. Ils vendent du crack et de la cocaïne et affirment qu'ils empochent environ 2500 $ par jour. Street value, that is $10. C'est une activité commerciale et les armes en font partie. Ils se disent prêts à utiliser n'importe quelle arme qui convient à leurs besoins. Whatever comes in hand. What I can get, that's what I use. Leur chef est âgé de 15 ans. Really, I don't carry guns because he just like my security guard. Everywhere I go, he go. Sean a 13 ans. Basically, I use any gun that comes to hand. The only gun I really can't handle is a sawed-off shotgun. It's too powerful. I can't use that. Difficile de faire la part des choses entre la vantardise du garçon et la menace du tueur. Mais les propos de ces jeunes se fondent sur une réputation acquise dans la rue. I just shot a boy the other day.
Because I was walking down the street, me and my friend, and he started talking about how he was gonna jump on me. So I made him chase me in the alley, and I shot him 3 times in the chest. Les activités typiques de l'enfance ne contribuent pas à faire oublier cette culture de la violence. Dans cette école de Chicago, on commence la journée par un contrôle de détection des armes à feu. On estime que 135 000 armes à feu circulent tous les jours dans les écoles américaines. Cette école était contrôlée par un gang de jeunes, ce qu'on appelle le gang banging. Les jeunes ont eu raison de l'ancien directeur, mais son successeur a mis en place des mesures de sécurité et des règles vestimentaires afin d'éliminer le port des couleurs typiques aux gangs. J'ai dû reprendre l'école aux gangs. Si on leur laisse l'école, on ne peut éduquer personne. Ils battaient des enseignants avant mon arrivée ici. J'ai donc dû leur montrer qu'il s'agit d'une institution d'enseignement et non d'un terrain de jeu où les gangs peuvent faire la loi. Look directly into the camera. Smile. State your full name. Petros Delgado. Cette année, des cartes d'identité deviennent obligatoires. Pendant l'année scolaire, près de 200 élèves de cette école se retrouvent en prison. À la cafétéria, on a retiré tout ce qui est susceptible d'être utilisé comme arme offensive. Les plateaux sont faits de mousse de polystyrène, les couteaux et les fourchettes sont en plastique, et même les pommes sont servies en compote. Personne ne sort de l'école pendant le jour. Il y a 17 gardes de sécurité et 2 policiers à temps plein. On a même enlevé les portes de toilettes pour qu'elles ne puissent pas servir de cachette. Les élèves qui ne marchent pas assez vite se font arrêter pour flânage. On ne tolère qu'une exception, Aldo, 17 ans, qui a reçu une balle dans la jambe lorsqu'il s'est retrouvé en chassé-croisé entre 2 bandes rivales. On lui accorde un peu plus de temps pour se rendre d'un cours à un autre. 5 autres élèves ont été blessés par balle après les heures de cours l'année dernière. Et il y en a 6 autres qui ne reviendront jamais à l'école. Ils sont morts, abattus d'une balle. Au Centre de contrôle des maladies du gouvernement fédéral, les personnes qui s'occupent du dossier de la violence chez les jeunes affirment maintenant que la situation est grave et qu'on devrait la traiter comme une épidémie médicale. Il y a non seulement plus de morts dues aux armes à feu, mais les victimes sont de plus en plus jeunes. Ce sont autant d'années de vie perdues prématurément lorsque de plus en plus de personnes meurent de plus en plus jeunes. Les armes à feu constituent la seconde cause de mortalité chez les jeunes dans ce pays. Et cela ne commence pas à 19 ans ou à 14 ans, mais à 10 ans. Tonight, he was only 13 when he was charged with killing a British tourist in Florida, a child facing first-degree murder. Michael Varela and his family attended today's sentencing for Anthony Veloz. In barely audible tones, Michael told the judge, "I want Anthony to go to jail." Handcuffed and shackled, 2 12-year-olds accused of shooting a homeless man more than 18 times are led into court in Wenatchee. The boys are facing first-degree, premeditated murder charges. Phoenix est un lieu de rendez-vous pour les gens riches et les retraités en quête de soleil, en hiver. Mais cette région est confrontée à l'un des plus dangereux symptômes de l'épidémie. Cette ville, que la police surveille du haut des airs pendant la nuit, est en bonne partie infestée par les gangs de rue qui se répandent partout aux États-Unis. Les patrouilles de nuit arrêtent toute personne soupçonnée d'être membre d'un gang et l'on vérifie si elle figure dans une base de données qui compte déjà 38 000 noms. Depuis la fin des années 80 et le début des années 90, la violence attribuable aux gangs de jeunes a augmenté. Par exemple, en 1993, on a enregistré 6 fois plus d'homicides imputables aux gangs qu'il y a 4 ans. Cette fête, organisée par un gang, est une manne pour l'escouade anti-gang qui tente d'avoir une image globale de la culture des gangs.
Les membres des gangs affichent fièrement leur badge comme s'il s'agissait d'emblèmes dignes des chevaliers médiévaux. Us wetbacks control everything. We're everywhere. We don't die, we multiply. Everybody says Ils prennent des photos, car l'expérience leur a enseigné que même si ces jeunes n'ont pas encore eu affaire à la justice, ça ne saurait tarder. D'habitude, dans une fête comme celle-ci, il y a 1 ou 2 jeunes qui portent une arme et il y a probablement d'autres armes dans les voitures pour être en mesure de se défendre si une bande rivale se pointe. Est-ce qu'une fête comme celle-ci provoque les autres bandes? Oui, c'est une occasion d'affirmer leur statut. C'est le but de tout cela. Rien ne laisse entrevoir que l'État de l'Arizona ait l'intention de légiférer pour contrôler les armes à feu. La ville de Phoenix a plutôt décidé d'imposer un couvre-feu pour empêcher les jeunes de traîner dans les rues. How old are you? You? 16. What time's curfew? 12 o'clock. Les jeunes de 15 ans et moins doivent rentrer à la maison avant 22 heures. Les jeunes de 16 ans et 17 ans ont 2 heures de You're plus. the only 18-year-old here? Do you have a driver's license? On fouille la voiture en quête d'armes, mais on n'en trouve aucune. Ils ont beau avoir moins de 18 ans, ils sont traités comme n'importe quel criminel que l'on fouille et que l'on menotte. Des policiers n'ont rien à reprocher à ces jeunes, si ce n'est qu'ils soient sortis après les heures permises par la loi. On les emmène quand même au poste de police. Ils y resteront jusqu'à ce que leurs parents viennent les chercher. La police croit qu'il s'agit d'une mesure de dissuasion efficace. I've seen the difference. J'ai constaté un changement. Il y a moins de jeunes impliqués dans des fusillades en tant que suspects ou victimes qu'il y a 3 ou 4 mois. Les couvre-feux gagnent en popularité un peu partout aux États-Unis, mais on les conteste devant les tribunaux en invoquant qu'ils entravent les droits et les libertés des jeunes. En Georgie et dans un nombre croissant d'États américains, on a modifié la loi pour que les jeunes criminels soient jugés comme des adultes. We passed something called the 7 deadly sins. Nous avons adopté ce que nous appelons la loi des 7 péchés capitaux. Le jeune qui commet un meurtre, un viol, une agression grave contre un enfant, qui tue volontairement, commet un vol à main armée ou sodomise quelqu'un par la force, sera jugé comme un adulte et il encourt la même peine qu'un adulte. Cela vaut pour tous les jeunes de 13 ans ou plus. Le jeune qui cambriole une épicerie doit donc passer 10 années fermes en prison, sans possibilité de libération conditionnelle. Croyez-vous que cela s'impose pour leur faire comprendre le message? Oui, parce qu'il y a trop de gens qui meurent, trop d'enfants en souffrent, et souvent les victimes elles-mêmes sont des enfants. Voici le genre d'endroit où les jeunes condamnés par les tribunaux pour adultes vont être incarcérés. Inauguré il y a 1 an, le centre de détention de Eastman accueille les jeunes criminels jugés les plus dangereux. On est en train de l'agrandir pour y envoyer les jeunes condamnés en vertu de la loi des 7 péchés capitaux. 21, sir. Sir 22, sir. Sir 23, sir. Sir 24, sir. Now, what we're going to talk about is violence in the offender. À Eastman, lors des séances de consultation privée, on tente de traiter tous les cas, même les criminels les plus endurcis. Voici Anthony Burston. À 7 ans, il volait de la gomme à mâcher et à 15 ans, il a commis un meurtre. Sean Quackenbush, à 9 ans, il a eu ses premiers démêlés avec la justice et à 15 ans, il a abattu un homme. Charles Harris, à 16 ans, il a commis un meurtre. Okay, guys, how many of you have shot other people and have not been charged with it? Tous ces jeunes admettent avoir commis d'autres crimes. La plupart des membres de ce groupe ont été jugés et condamnés selon l'ancienne loi et ils vont bientôt recouvrer leur liberté. Des 40 détenus libérés jusqu'ici, 3 ont été arrêtés de nouveau pour meurtre. Did you steal the gun from the table? How many of you over the weekend has heard gunshots in your neighborhood? Wow. Put your hands down. Le policier Henry Jackson explique à ses écoliers de 7 et 8 ans quels sont les dangers des armes à feu. On mise sur la prévention et la loi sur la criminalité du président Clinton y accorde plus de fonds. Ces enfants peuvent sembler bien jeunes,
Mais l'année dernière, dans cette école, un élève a apporté une arme et l'a déchargée dans une classe. Le programme de prévention est national, mais personne ne peut l'évaluer pour l'instant, bien qu'au bout de 40 minutes, la plupart de ces élèves semblaient avoir compris le message. Que nous venons de voir. D'abord, la prison des adultes pour les jeunes, ça ne réglera absolument rien. Ils vont en sortir plus durs et peut-être même plus armés. La recette pour réduire la violence chez les jeunes, c'est d'avoir un regard attentif sur nos garçons en bas âge. Dès la maternelle, les signes sont là, nous disent maintenant les experts. Il faut savoir regarder et surtout agir. À 17 ans, c'est souvent trop tard. La semaine prochaine, à Enjeu, comment la Société de développement industriel du Québec, la SDI, exécute la valse de vos millions? Saviez-vous que M. Villeneuve a fondé une compagnie qui a racheté Zoom Informatique? Ah non, j'étais pas au courant non plus. Ils sont repartis en affaires. Ah, très intéressant. Et la Société de développement industriel, le 12 janvier dernier, leur a accordé la deuxième portion du prêt de 700 000 $. Ça se peut pas. Non, ça, j'étais pas au courant du tout. Ça vous étonne, ça? Ça m'étonne beaucoup, oui. Ça m'étonne beaucoup. Il y a des gens qui sont bien branchés, peut-être, là. Je sais pas. Ici Pierre Maisonneuve. Au revoir. À la prochaine. Pour tout savoir sur notre prochaine émission, lisez la chronique Enjeu tous les mercredis dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Dans le Journal de Montréal samedi, découvrez Berger Blanc, une entreprise d'avant-garde pour animaux, et ne manquez pas le supplément du samedi dans le Journal de Québec. Ici Radio-Canada. C'est pas n'importe quel pompon qui peut apprécier les performances de la golf. Du soigneur. Cacher la vérité, affirme cet homme. Parizeau réaffirme son engagement référendum en 95. Le dollar américain prend du mieux, mais situation délicate, soutient le patron de la Fed. Le téléjournal avec Bernard de Rome. Bonsoir, mesdames et messieurs. Une autre révélation de notre collègue Normand Lester qui a retrouvé Marc-André Boivin, cet ancien permanent de la CSN et informateur du SCRS, les services secrets, impliqué en 1987 dans les attentats à la bombe contre des établissements appartenant à Raymond Malenfant. Alors, Marc-André Boivin affirme à Radio-Canada que les vrais responsables de ces actes ont échappé à la justice. À l'époque, il avait admis avoir posé des bombes. D'ailleurs, il avait reconnu sa culpabilité. Aujourd'hui, il soutient que la CSN et le gouvernement Bourassa ont conclu un accord pour que ceux qui avaient commandé les attentats ne soient pas accusés. Voici ce qu'a obtenu Normand. Pendant 15 ans, Marc-André Boivin est un organisateur de choc à la CSN. Il est impliqué dans des conflits marqués par l'intimidation, la provocation et la violence. En 1987, la CSN est engagée dans un bras de fer avec l'hôtelier Raymond Malenfant, propriétaire du manoir Richelieu. Une série d'attentats frappe ces établissements. Marc-André Boivin, qui est aussi un informateur du SCRS, fait partie du groupe chargé à la CSN des attentats. Lorsque le motel universel de Drummondville est choisi comme la prochaine cible, Boivin craque. Cette fois, il craint que la bombe tue des personnes. Il avertit son contrôleur du SCRS. Alerté par les services secrets fédéraux, la SQ procède à l'arrestation de Boivin et de 3 de ses complices. Il n'y aura pas de procès. Tout le monde plaide coupable en échange de légères peines d'emprisonnement. Et l'affaire est rapidement enterrée. Bureau de Marc-André Boivin, Relations de travail, bonjour. Aujourd'hui, l'ancien organisateur de la CSN et agent secret du SCRS est devenu un conseiller patronal en relations de travail.
Je suis payé pour régler les problèmes des employeurs, je les règle. Je prends les moyens qu'il faut. Dans l'affaire des attentats à la bombe contre les établissements hôteliers de Raymond Malenfant, Marc-André Boivin affirme que les vrais responsables du complot restent toujours impunis. Écoutez, la CSN, c'est une institution au Québec. Le gouvernement vit avec les institutions. C'est un système établi. Malheureusement, dans le rouage, je suis allé toucher à un des cœurs du rouage. Vous comprendrez qu'il y a des gens qui se sont protégés. Ils n'ont pas touché aux coupables. Les gens qui ont été condamnés, qui ont été en prison, c'est mauvais. Ça a été juste les exécutants. Ceux qui ont commandé n'ont jamais été, touchés. Et vous pensez que le gouvernement connaissait les coupables? C'est bien sûr. La CSN a vivement réagi aux propos de Marc-André Boivin. Son porte-parole a déclaré que la centrale n'accordait aucune valeur à ses propos, que Gérald Delarose n'avait jamais été interrogé par la SQ et que toutes les allégations sur des tractations entre la CSN et le gouvernement étaient sans fondement. Ici, Normand Lester, à Montréal. Le premier ministre Parizeau s'est manifesté ce soir. C'est la première fois, en fait, depuis la fin des commissions sur la souveraineté. On avait hâte de l'entendre après les commentaires de plusieurs ministres qui voudraient changer la stratégie référendaire. Alors d'abord, Jacques Parizeau maintient son intention de tenir le référendum en 1995. Ensuite, il ouvre prudemment la porte à la notion d'association économique dans la question référendaire, comme le presse Lucien Bouchard de le faire, mais il ne cache pas ses réserves. Les précisions de Gilles Morin. À sa première sortie publique depuis son retour de vacances, Jacques Parizeau a fourni quelques précisions sur sa stratégie référendaire. Sitôt les commissions régionales terminées, il enclenche une seconde étape. Durant une dizaine de jours, les organismes nationaux pourront se faire entendre devant une commission élargie regroupant les 18 présidents de commissions régionales. Encore une fois, il tend la main aux députés libéraux. Si vous voulez y participer, nous vous invitons à nouveau. J'insiste pas plus qu'il faut. Mais la porte est toujours ouverte. Jacques Parizeau reconnaît que les commissions régionales n'ont pas fait progresser l'option de la souveraineté. Il dit maintenant que ce n'était pas le but recherché. Il en tire quand même plusieurs éléments de réflexion. D'abord, il examine l'idée d'inclure dans la question l'intention de proposer une association économique avec le reste du Canada, comme le souhaite Lucien Bouchard. À l'heure actuelle, c'est dans le texte de loi. Là, moi, je n'ai pas l'esprit fermé là-dessus. Dans les commissions régionales,